Nous sommes à Canton. Il est 10 h du matin, heure à laquelle les Gao ouvrent leur étal de restauration rapide dans une des rues les plus actives de la ville. La famille Gao vend surtout du poulet. Elle y gagne fort bien sa vie. À 3 yuan le sac à emporter, ce commerce lui laisse 50% de bénéfices nets. En une seule bonne journée, comme par exemple au Nouvel An, elle se fait un profit de 1000 yuan, près de 3000 francs, ce qui est très intéressant compte tenu que l'impôt sur les bénéfices n'est que de 2%. Toute l'opération, depuis l'abattage du poulet jusqu'à l'effilage, est conduite dans ce logement familial de 3 pièces avec vue sur la ruelle. Monsieur Gao a le droit d'employer 2 salariés et un apprenti. Mais il est aussi secondé par 3 autres membres de la famille et tout le monde vit dans ces 3 pièces. Monsieur Gao a baptisé une de ses cages à oiseaux Fat Choi, ce qui veut dire « enrichis-toi ». Et c'est le cas, semble-t-il. La marchandise sur pied est livrée chaque après-midi. Plus de 100 poulets venus tout droit de la campagne. Et c'est dans la salle de séjour qu'ont lieu les tractations. Monsieur Gao a tout appris sur le poulet de A à Z quand il fut envoyé à la terre pendant la révolution culturelle. Apprenez tout du paysan, disaient les slogans. C'est ce qu'il a fait. Et il fut autorisé à tenter l'entreprise parce qu'il était inapte. Il prétendit que la campagne lui avait provoqué de violents maux de tête et il obtint une dérogation. Gao gagne tellement d'argent qu'il songe sérieusement à se diversifier en faisant aussi du porc. La côte de porc est un mets de luxe à Canton. L'inconvénient, c'est qu'il est interdit de changer un appartement en porcherie. Mais M. Gao espère bien trouver un biais et contourner le règlement. Tout ceci peut sembler paradoxal, mais fait partie de la nouvelle orientation du régime. Comme M. Gao va vous l'expliquer lui-même. Le capital est maintenant accepté pour les petites entreprises. On peut emprunter à taux réduit 4%. Et j'utilise cette possibilité pour acheter plus de poulets et augmenter mon bénéfice. Au début, je faisais 20 poulets par jour, mais avec l'aide de l'État, j'ai beaucoup augmenté mon chiffre. Gao a tellement bien réussi qu'il a dû bâtir un véritable gratte-ciel de cage à poules pour faire face à la demande. Mais il n'est pas le seul à exercer cette profession dans la ville. Le cantonais est très porté sur la nourriture. On dit en Chine qu'un cantonais peut manger tout ce qui a des ailes, à l'exception d'un aéroplane, et tout ce qui a 4 pattes, à l'exception d'une table. C'est un pangolin, une sorte de fourmilier qui fait un excellent bouillon. Le pangolin, comme le chien, réchauffe, dit-on, le sang, chose appréciée en hiver. On trouve de tout au marché de Xingping. Des grenouilles, des holoturies ou concombres de mer. Tout ce qui nage ou rampe se retrouve ici. Des tortues, des petites, des moyennes et des grandes. La cervelle de singe fait des potages très appréciés. Le chat sauvage ou domestique se vend très bien aussi. On ne trouve nulle part ailleurs au monde une telle diversité. Les marchands vendent tous pour leur propre compte. Comme M. Gao avec ses poulets.
l'État fixe des prix planchers et plafonds. Et sur ces bases, l'acheteur marchande. Si la marchandise se raréfie, les prix montent, comme partout. On trouve aussi du serpent. Cette femme manipule depuis 26 ans des espèces venimeuses. On en sert souvent dans les banquets, en potage, baptisés dragon, tigre et phénix. Le dragon est du serpent, le tigre du chat et le phénix le plus souvent du poulet. Les poches à venin dangereuses sont ôtées mais non pas jetées. Elles seront revendues aux hôpitaux et utilisées en thérapeutique. À Canton, comme partout en Chine du Sud, on trouve des récipients de pierre remplis de toutes sortes de produits réduits en poudre. Coquillages, abalones, os de serpent ou de seiche, chrysanthèmes, jasmin, gardénia, écorce de melon et même de la fiente de verre à soie. Nous ne sommes pas dans une échoppe d'épicier, mais dans un dispensaire municipal, où l'on trouve des produits encore plus variés que sur le marché. Ce que le Chinois ne mange pas pour se nourrir ou pour le plaisir, il le consomme pour se soigner. Beaucoup de ces produits, comme certaines nourritures, sont censés donner du tonus et guérir rhumes et rhumatismes. D'autres rabaissent ce tonus et la pression sanguine et réduisent l'anxiété. Beaucoup d'hôpitaux cultivent eux-mêmes leurs plantes. On utilise tout dans la plante. Ces herbes facilitent la digestion et préviennent les maux d'estomac. Le jasmin favorise la circulation. Cette autre plante régularise l'énergie. Ces autres plantes, elles aussi redonnent du tonus. Celle-ci est un vomitif. Et l'ananas est bon pour l'estomac. Depuis 6000 ans, la Chine a beaucoup appris sur la culture des plantes utiles. Les Chinois pensent que tout ce que l'on mange affecte le corps et l'esprit et que la façon de cultiver et de récolter a une importance primordiale. Ce sont des pêcheurs de la rivière Li. Ils pêchent au lamparo et au cormoran près de l'ancienne cité de Guilin, à 30 km de Canton. Une lampe à pétrole est la seule concession faite au progrès depuis des siècles. La lampe est suspendue à un bambou. Un cormoran dressé capturera les poissons attirés par la lumière. Cet art de la pêche était pratiqué sur beaucoup de cours d'eau chinois depuis des siècles. Mais il devient plus rare. On passe une corde au cou du cormoran, ce qui lui interdit de pêcher pour son propre compte. Chaque oiseau est dressé à reconnaître la voix de son maître.
Il ramènera sa prise à son propre bateau sans jamais se tromper. Un seul oiseau suffit à nourrir une famille et peut ramener 10 kilos de poissons en une nuit. Mais cette nuit-là, la rivière était boueuse et turbulente et la production est tombée à 2 kilos à peine. Ce village de pêcheurs, près de Yangsuo, est là depuis les temps les plus reculés. La plupart des familles vivent à bord de sampans amarrés à la rive. Leur mode de vie depuis des siècles n'a pas varié, et leur méthode de pêche non plus. La préparation du repas familial, ici comme partout ailleurs en Chine, est un des rites les plus importants de la journée. À la base de tout repas, il y a le riz, le plus souvent cuit à l'eau. Le poisson, pêché par le cormoran, n'est qu'un supplément. C'est d'abord et surtout le riz, depuis 200 générations. Chacun est tenu d'aider à la subsistance de la famille. La fille, par exemple, répare les filets quand elle n'est pas à l'école. L'art culinaire chinois obéit à quelques principes très simples. Le premier, s'assurer que les produits sont frais. Et le poisson pêché dans la nuit est souvent le plus frais de tous. Second principe, utiliser aussi peu de fioul que possible. Le bois est depuis toujours très rare en Chine. Et on ne trouve pas souvent de four dans une cuisine chinoise. Rôtir exige trop de combustible. La solution est de faire sauter les aliments. Ce type de marmite est un ustensile chinois classique. Ses flancs, fins et arrondis, répartissent la chaleur bien mieux qu'une poêle ordinaire. La ciboule, le gingembre et l'ail sont les ingrédients favoris du chinois. Ils rehaussent la saveur de l'huile dans laquelle on fait revenir le poisson. Une autre règle encore, bien remuer pour le cuire également de partout. Sinon, il risque d'attacher. La cuisine est un art, et le cuisinier ne doit jamais quitter ses fourneaux du regard. Depuis l'âge de pierre, le poisson a été le plus grand fournisseur en protéines du chinois. Cette poterie a été découverte dans le site archéologique néolithique de Bampo en Chine centrale. Elle date de 6000 ans. Le poisson fut la nourriture de base qui précéda l'agriculture et permit ses premiers pas à la même époque. L'art de la pêche est très varié en Chine. Ici, on fait un étang artificiel que l'on remplira d'alevin. Tout autour, on a planté des mûriers. Le mûrier est la nourriture du ver à soie. Il y aura donc de la soie pour se vêtir. Mais les poissons sont friands des déjections du ver. Ils vont donc profiter de cette manne jusqu'à atteindre des tailles respectables, comme ces carpes qui affectionnent les eaux vaseuses. La pisciculture est pratiquée en Chine depuis une vingtaine de siècles. C'est une des 1001 inventions qui ont permis aux Chinois de subsister. Pour préserver le cheptel, si on peut dire, les femelles fécondées sont remises à l'eau.
Il y a de l'eau partout en Chine du Sud. Sans elle, il n'y aurait pas de riz. Il y a quelques années, on a essayé une machine pour soulager l'homme de cette rude tâche qu'est le repiquage du riz. Mais ce fut un échec. La machine abîmait les plants. Dans les années 50, on fit une autre expérience, celle de la collectivisation des terres. Le parti tenta d'enseigner aux paysans ce qu'il convenait de faire, quand et comment. Ce fut là aussi un échec. S'attaquant à la tradition, il la brisa et ce fut une des pires famines de l'histoire. La tradition est enfin rétablie. L'État est propriétaire des terres, soit, mais les paysans les gèrent. Le système s'appelle la nouvelle responsabilité. Dans la famille Wu, on désherbe la rizière au pied et l'on connaît chaque pouce de terrain. Les orteils détectent chaque mauvaise herbe, chaque corps étranger. Au soin qu'il prend de sa terre, on peut dire que le Chinois est un jardinier plus qu'un fermier. Depuis des temps immémoriaux, les Wu vivent ici à Siliu, semant, repiquant, récoltant, au rythme des saisons et de leur vie. Et même lorsque le travail bat son plein, le fils cadet de M. Wu quitte les champs et consacre 2 heures de son temps à préparer le repas familial. Comme nous vous l'avons déjà dit, la préparation du repas est en Chine aussi importante que le travail lui-même. Les heures que l'on consacre à la cuisine ne sont jamais considérées comme du temps perdu, bien au contraire. Depuis l'âge de 4 ans, ce garçonnet apprend à faire la cuisine en regardant faire son oncle. La vie de la famille est centrée sur la cuisine. Ce sont les femmes qui, la plupart du temps, se chargent des repas à la campagne. Mais les enfants et les petits-enfants y mettent souvent la main. Nourrir les siens est une occupation honorable et honorée. Chez les Wu, on mange de la viande de boucherie 1 fois par semaine. Mais pour beaucoup, ce n'est que dans les grandes occasions, et pour certains, jamais. Aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. Il y aura du porc frit à déjeuner. Et le cuisinier se donne bien du mal. Quand il n'y a pas de viande, on mange du tofu, une sorte de pâté de graines de soya, très riche en protéines. Riz, légumes et tofu constituent un repas parfaitement équilibré. Chez les Wu, on ne mange généralement que 3 plats au repas principal. La viande reste l'exception. Mais le riz est toujours abondant et les légumes très frais. Il n'empêche que dans beaucoup de familles, le niveau de vie est aujourd'hui nettement supérieur. Au fur et à mesure que la campagne s'industrialise, les revenus et les espérances s'accroissent. Beaucoup de jeunes connaissent à présent un monde d'abondance et un confort dont leurs grands-parents n'auraient jamais osé rêver.
Les Wong possèdent une maison à 4 niveaux. Théoriquement, ce sont toujours des paysans, mais leur maison n'est pas une demeure de paysans. 3 étages, 6 chambres et cuisine séparée. Monsieur Wong aime souligner sa réussite. Il fabrique des arbres bonsaï, ces arbres nains si décoratifs qu'il vend à Hong Kong pour l'exportation. Il travaille 8 heures par jour au jardin communal et 8 autres heures pour son propre compte. Et comme les Gao, les marchands de poulet de Canton, les Wong sont riches. Ils sont les nouveaux consommateurs de la Chine. Ils ne sont plus de simples paysans. Quand les hommes s'enrichissent, leur goût change et les traditionnelles maisons de thé chinoises reprennent vie. Voici le puits des 9 dragons, près d'une maison de thé située là depuis l'an 200 et qui y puise une eau dont la qualité a fait sa réputation. La Société des lettres et des beaux-arts de Canton se réunit souvent aux 9 dragons. On y discute architecture, peinture, poésie, calligraphie, devant une tasse de thé au parfum inégalable. Dans toute la Chine du Sud, et spécialement à Canton, les restaurants retrouvent leur prospérité de naguère. Voici le Banxi, en bordure du lac, qui offre les menus les plus variés à tous les prix. Le Banxi est la version moderne de la maison de thé traditionnelle qui faisait l'orgueil des grandes villes depuis des siècles. Il est dirigé par ces 2 hommes et sert quotidiennement 10 000 couverts. La plupart des clients y exigent un service inconnu dans la plupart des restaurants de Beijing, par exemple. La tâche des directeurs est harassante. 9 brigades de cuisiniers à surveiller, plus de 1000 plats tout préparés pour le snack. Tous les matins, une conférence réunit les responsables pour discuter une nouvelle recette, une nouvelle préparation. Le contrôle de la qualité est primordial à Canton. Et quand il s'agit d'un banquet, tout est mis en œuvre. Les menus sont faits à la main par 5 calligraphes employés à plein temps. Ces roses sont sculptées dans une pomme de terre et ne sont bien sûr destinées qu'à la décoration. Voici un hors-d'œuvre dont la création remonte aux premiers empereurs et dont la tradition s'est perpétuée. L'art de la table est toujours bien vivant. C'est un plat classique et très artistique. Dragon et phénix. Je propose un toast. Cul sec. Et celui qui ne vide pas son verre devra en boire un autre. Un repas pantagruélique est le plus beau cadeau que vous puissiez offrir à un ami. On pourra y servir jusqu'à 14 plats et la boisson est à discrétion.
Ces invités sont les responsables de l'Agence nationale du ravitaillement. Et comme en Occident, les repas d'affaires font partie de la profession. Mais loin de Canton, c'est une autre Chine que nous rencontrons. Une Chine plus austère, où les menus à 14 plats sont du domaine de la légende. Ce paysan ressemble à tous ceux que l'on rencontre au nord du Yangtze-Kiang, le fleuve bleu. C'est une autre Chine. L'abondance de Canton est bien loin. Ici règne la sécheresse, la canicule, la pauvreté. Et quels efforts ne faudra-t-il pas pour en élever le niveau de vie à la hauteur de celui de Canton? Cette partie de la Chine est pratiquement inculte et déserte. De vastes étendues, dans le centre et dans le nord, sont pratiquement privées d'eau. La province du Henan surtout. On y a constaté des périodes de sécheresse de 4 ou 5 années consécutives. Tous les hommes valides de Yaké se sont mobilisés pour construire un réservoir qui collectera et stockera les eaux de pluie. Il est entièrement fait à la main. Comme on voit sur ces images datant de 4 siècles, des hommes pareils à ceux d'aujourd'hui construisant une digue. Yaké compte 1400 habitants, hommes, femmes et enfants. Chaque famille construit son propre réservoir qui sera relié au réservoir central sans aucune aide matérielle de l'État ni de la province. Il n'y a qu'un puits pour tout le village. Un puits pour 1400 habitants. Ce qui est très insuffisant en période de sécheresse. Et ce qui a rendu nécessaire la construction d'un vaste réservoir. Et pour ces travaux pénibles, réalisés avec de faibles moyens, rien ne remplace l'homme. N'est-ce pas ainsi que la Chine fut autrefois bâtie? Dans le passé, il n'en fut pas toujours ainsi dans la province du Henan. À 300 km au sud de Yaké est un site funéraire vieux de près de 1000 ans. En bordure des sillons rectilignes où poussera le blé d'hiver, se tiennent ces personnages cérémonieux. Cette région est le berceau de la civilisation chinoise. À moins de 50 km de là était la capitale de la Chine, Luoyang. Que s'est-il produit? Pourquoi ces fantômes de pierre, vestiges du passé? Une seule réponse, une sécheresse persistante et l'érosion. Le changement de climat a fait basculer la région de la richesse à la pauvreté. Ce monument a 2000 ans.
C'est le tombeau souterrain d'un haut personnage dont le corps fut déposé dans cette suite de salles pour son confort après la mort. On lui a même construit une cuisine. Sur les murs de la cuisine, des objets et personnages peints donnent une idée de ce qu'était la vie d'un haut dignitaire il y a 20 siècles. Un couple de cuisiniers, en visitant le tombeau, en reconnurent tous les détails. Les jarres servant aujourd'hui à stocker les vivres avaient déjà cette forme. On pile toujours le grain de cette façon. On fait toujours sécher la viande par ce procédé. Les ustensiles métalliques et les fourneaux n'ont presque pas varié de forme depuis cette époque. Vraiment, les deux cuisiniers s'y sentaient comme chez eux. Du tranchoir au bol de terre cuite, rien n'a vraiment changé. Jusqu'à l'aspect des demeures et au dessin des cours intérieures. Mais les temps, eux, ont changé. Des périodes de sécheresse de plus en plus rapprochées ont obligé les habitants du Henan à économiser l'eau. On cultive toujours le millet, dont on fait une soupe de gruau qui figure au menu depuis 5000 ans. Mais l'alimentation de base dans le nord de la Chine est le blé. Le chinois mange beaucoup de céréales. Dans le sud, c'est le riz. Ici, c'est le blé sous forme de petits pains bouillis ou de nouilles, mais toujours en grande quantité. Voici une famille de musulmans chinois. Il y en a peu en Chine. Étant musulmans, le porc leur est interdit. Mais peu de villageois dans le nord et le centre ont les moyens de s'en offrir. On ne peut donc pas dire que cela prive ceux-ci. L'appétit d'un cantonais ne serait guère excité par ce qu'il y a sur cette table. Tout cela manque un peu de saveur. Le père de famille est néanmoins fier de ce qu'il procure aux siens. Si ce n'est pas raffiné, c'est au moins nourrissant comme dans tout le Nord. Mais c'est la fin de l'été, époque des récoltes, et il n'en sera peut-être pas de même le reste de l'année. Le grand problème du Henan, c'est l'eau. Le fleuve jaune traverse toute la province. On l'appelle aussi le chagrin de la Chine. Voici un de ses bras. Le fleuve lui-même est large de 2 kilomètres. Il n'est pas ici assez profond pour la navigation et impropre à la pêche. Il charrie plus de limons que n'importe quel fleuve au monde, ce qui met souvent hors d'usage les stations de pompage destinées à l'irrigation. Et qui plus est, le limon surélève par endroits les berges de 30 cm par an, atteignant quelquefois jusqu'à 3 ou 4 mètres. Et seules des digues artificielles peuvent prévenir le désastre. L'histoire de la Chine est riche en crues dévastatrices. Au cours du seul XXe siècle, des centaines de milliers d'hommes ont lutté pour construire et réparer des digues pour arrêter la mort et la dévastation, souvent en vain. D'après les historiens, la rivière Ovai, au sud du fleuve jaune, déborda 335 fois pendant les 800 dernières années. Rien d'étonnant à ce que les crues soient plus craintes que la peste, et pas seulement dans le nord. Ici, dans la province de Canton, il a fallu plonger pour sauver la récolte de riz, noyée une fois de plus. Ces images ont été prises en 1948. Au début des années 40, le Henan fut frappé par une sécheresse persistante qui provoqua une terrible famine, encore aggravée par la guerre. Nul ne sait combien elle fit de victimes, et les réfugiés affluèrent par milliers vers les villes à la recherche de nourriture. Le souvenir des grandes famines est vivace en Chine.
Et l'une des priorités du nouveau régime a été de les supprimer à jamais. Mais il n'a pu vaincre la peur qu'elles inspirent encore. Il y a 1500 ans, les rivières et les fleuves étaient l'objet de grandes superstitions. Et des mesures exceptionnelles furent prises pour calmer la colère des eaux. Dans le Sichuan, une des provinces du sud, on édifia à Lechan, au confluent des trois rivières, le plus grand Bouddha du monde. C'est aujourd'hui un haut lieu touristique. Mais on dit qu'il se trouvait là dans un tout autre but. Pour surveiller les esprits des eaux. Sculpté à même la falaise, il protégeait les bateaux et était censé leur assurer une navigation sans danger. Ailleurs, toujours dans le Sichuan, on avait adopté une autre solution. Bien avant l'ère chrétienne, l'administration des Tsin s'était penchée sur le problème de l'irrigation. Elle mit en chantier le plus vaste projet de travaux publics que le monde ait jamais connu. La rivière Chengdu descend des montagnes avec une violence torrentielle. On l'utilisait pour le flottage des bois. On construisit une digue mobile en bois qui guidait les troncs et autres débris vers un canal latéral, empêchant les troncs de s'enchevêtrer et de former accidentellement un barrage. Ensuite, on permit aux eaux de franchir par endroits les berges pour les canaliser ensuite vers le système d'irrigation. Approfondir le lit de la rivière et abaisser les berges, ce fut le mot d'ordre des ingénieurs. Il a fait ses preuves jusqu'à nos jours. Cette réalisation fut l'œuvre de Li Bing. Et cette statue vieille de 1500 ans le commémore. C'est probablement la plus ancienne statue qui fut jamais élevée à la gloire d'un ingénieur du génie civil. Irriguer les terres de l'Empire était un travail honorable. La bêche de cette statue servait à mesurer la hauteur des eaux et à donner l'alarme en cas de danger. Tous les travaux entrepris et réalisés par Li Bing sont encore en service aujourd'hui, presque inchangés. Il finit par dompter le Chengdu en fractionnant le cours en une multitude de petits canaux et en les dirigeant là où cela était utile. Chaque champ, chaque village était en sûreté dans son île. L'œuvre de Li Bing porte le nom de Dujiangyan, le barrage de la rivière Chengdu. Sans être aussi fameux que la Grande Muraille, il est néanmoins le plus ambitieux et le plus réussi de tous les projets d'irrigation du monde et l'un des plus beaux. Le Dujiangyan fit du Sichuan le grenier aride de la Chine. Après des siècles d'irrigation, la couche arable atteint près de 2 mètres d'épaisseur. Et pour la travailler, les Chinois inventèrent cette charrue à soc métallique, encore en usage aujourd'hui. La terre du Sichuan est extraordinairement fertile. Elle est soigneusement enrichie. Plus de 150 générations y ont déversé leur gadou et leur déjection.
Ce soin apporté au sol a fait la qualité de la nourriture que les Chinois en tirent. Les efforts patients et répétés de 150 générations ont produit leur effet. « 100 millions d'habitants peuplent le Sichuan et vivent de méthodes de culture aussi anciennes que le Grand Barrage lui-même, aussi anciennes que ce village et que ces champs. La tradition ici est vivace. Tous les matins, M. O se rend à pied à la maison de thé de la ville voisine, à 3 km de là, et il le fait depuis 50 ans. Il a tout ce temps été témoin de bien des changements et a assisté à un grand brassage de propriétaires et de dirigeants. Mais, pour l'essentiel, la vie rurale dans le Sichuan est restée quasi immuable. La maison de thé qu'il fréquente si assidûment ne ressemble en rien à celle où se réunissent, dans un cadre moderne, les élites des grandes villes. Dès son arrivée, il est accueilli par ses amis, fidèles comme lui au rendez-vous quotidien. Et il s'assoit à sa place habituelle, comme les gentlemen britanniques à leur club. Il paie 10 fens, environ 50 centimes, pour une place sur le banc, une tasse et une dose de thé au jasmin. L'eau bouillante est à discrétion. Le thé en Chine est la boisson conviviale, comme on dit aujourd'hui, au même titre que la bière ou le vin en Occident. Quelques femmes, pour la plupart d'un certain âge, fréquentent la maison de thé. Elles viennent, comme les hommes, s'y retrouver et écouter le conteur d'histoire. Quand Yu Sheng eut fait son rapport, il sut qu'il devait se frayer un chemin par la force pour rejoindre le quartier général du général Yang. Mais il avait faim et n'avait pour toute provision qu'un petit morceau de viande de cheval. Il dit à sa grand-mère: ces histoires ont toujours pour sujet un événement traditionnel du passé. Honorable aïeul, je dois te quitter et partir au galop majestueusement. Comme il avait l'air brave et fier sur son magnifique cheval, les ennemis qu'il rencontra sur sa route ne purent l'arrêter. La maison de thé est le lieu traditionnel de rencontre pour toute la communauté, comme les repas de fête pour la famille. Tandis que M. O prenait le thé avec ses amis, sa mère regagnait la demeure familiale. Elle était depuis 2 mois à 20 km de là, dans un autre village, chez un petit-neveu. Toutes les occasions sont bonnes. Un retour ou une naissance pour se réunir tous autour d'une table bien garnie. Mais d'abord, le thé. Et toute l'après-midi, 4 générations de hauts vont préparer le repas pour la fête. Pour une occasion comme celle-ci, aucun effort ne sera épargné. Le matin, on avait tué le cochon.
Le porc est très précieux pour le paysan chinois. Son élevage est un appoint très important et un bon investissement. Au Sichuan, le porc contribue de 1000 manières à l'économie familiale. Le fumier, le lisier, est stocké dans une cuve enterrée près de la cuisine, reliée par une tuyauterie au fourneau à travers le mur. Le porc contribue donc post-mortem à préparer le banquet dont il sera un des éléments majeurs. Tous ces progrès ont été réalisés pour que le village puisse se suffire à lui-même. Grâce au méthane, gaz fourni par la fermentation du fumier de porc, la famille cuit les aliments et c'est clair. En fin d'après-midi, les autres membres de la famille arrivent de partout. Petits-enfants, cousins, neveux. Un cuisinier de métier a été engagé comme extra. Il y aura du poulet frit avec sauce aigre douce et un autre plat de luxe, une savoureuse terrine de porc bouillie aux herbes et au riz gras. Les petites filles assureront le service. 8 plats en tout, plus une soupe. Il y aura des poivrons verts aux fenouilles, des pousses de bambou, des caillebottes épicées. La spécialité du cuisinier est la carpe farcie d'ail et de gingembre pochée au vin de riz. Et boisson à l'avenant. Un alcool de sorgho aussi fort que le whisky que l'on boit dans des coupes de porcelaine. On s'est mis à table à 7 heures, dans la plus vive animation. Le repas était en l'honneur de l'aïeul, mais était aussi sous le signe de la solidarité familiale et de sa pérennité. Telle est la vie que l'on mène au Sichuan. Plus de guerre, ni extérieure ni civile. La révolution culturelle n'est plus qu'un mauvais souvenir et le retour d'une grand-mère est un prétexte suffisant pour faire la fête. Le repas est pour le Chinois le symbole de l'unité et de la prospérité. Chacun contribue à tirer la nourriture du sol et manger ensemble, boire ensemble, contribue à resserrer les liens familiaux. Dans ces circonstances, il est malvenu de ne pas vider son verre ou sa coupe. Mais le bon temps des réunions familiales durera-t-il en Chine? La population s'accroît sans cesse. Le contrôle des naissances s'impose dans les villes. Mais les paysans veulent et font beaucoup d'enfants. Le reste du monde peut apprendre beaucoup de l'économie rurale de la Chine et de l'art qu'a le paysan chinois à faire beaucoup avec peu. Mais combien de temps cet art pourra-t-il suffire à nourrir une population en perpétuelle croissance? Qu'arrivera-t-il en cas de nouvelles crues destructrices? Et si la famine s'abat de nouveau sur les campagnes?